Un autre genre de danse qui nous attend, les danses celtiques, qui nous emmènent dans les Cornouailles, à la pointe sud-ouest de l'Angleterre, une région cousine de la Bretagne par bien des aspects et qui a même, vous allez le voir, son authentique Mont-Saint-Michel. Manon Monnier et Sébastien Guerche. Les Cornouailles du Royaume-Uni ressemblent sur 1000 aspects à notre Bretagne. Ses paysages, sa musique ou son patrimoine sont très similaires. Le comté est une petite parenthèse dans le reste du Royaume-Uni. Pour s'en rendre compte, nous partons de nos côtes pour traverser en ferry. Mais avant, il faut attendre l'embarquement. Il y a aussi un lieu en Bretagne qui s'appelle la Cornouaille, je crois. Je pense que la Bretagne et les Cornouailles sont fiers de leur lien. On est allé en Bretagne il y a plusieurs années maintenant et j'ai pas arrêté de dire que ça ressemblait aux Cornouailles. Je dirais que les Cornouailles sont plus humides que la Bretagne. Plus de 6 millions de passagers traversent chaque année la Manche. À cela s'ajoute le transport des marchandises. Pour le commandant à bord, cette mer est un terrain complexe de navigation. On l'appelle l'autoroute de la mer parce que effectivement, en fait, l'ensemble des biens, l'ensemble des marchandises, que ce soit du pétrole, des containers, etc., en fait, transitent par la Manche. Et nous, notre fonction de ferry, c'est de traverser cette Manche à 90 degrés du sens principal en fait de ces échanges. 4 heures de voyage suffiront pour apercevoir la côte britannique. Ouais, j'ai là-bas. Ouais, et ça marche. Ouais, impeccable, merci. Vous entendiez parler de 8 mètres, 10 mètres. C'est ce qu'on appelle les narrows, c'est le passage le plus étroit de l'entrée du port de Newhaven. Donc c'est vrai qu'il faut être extrêmement vigilant à ce moment-là. On a l'impression d'apporter notre pierre à l'édifice. Voilà. On sait très bien que l'Angleterre est une île, ils sont dépendants des échanges. On a cette sensation-là de faire quelque chose de bien. Direction le cap sud-ouest de l'Angleterre. La côte sauvage des Cornouailles se révèle. Déjà, on se croirait à Belle-Île en mer. Il y a 500 millions d'années, nous formions ensemble un supercontinent. Pour Robin, la géologie tient un grand rôle dans cette ressemblance. L'une des roches que l'on trouve ici, c'est le granit. On le voit en Bretagne et ici dans les Cornouailles. Les deux régions partagent cette pierre car elles ont eu, approximativement en même temps, les mêmes événements géologiques. Sur les roches, on peut distinguer ces plis. Si ces couches étaient à la base horizontales et placées sous le fond des océans, entre la Bretagne et les Cornouailles, ce qu'il s'est passé, c'est que cet océan s'est fermé entre les deux régions et ces roches sont entrées en collision entre elles. Et elles se sont pliées. Pendant la révolution industrielle, la pierre enrichit la région. L'activité minière a fait vivre beaucoup de Corniques, les habitants des Cornouailles. Si aujourd'hui l'exploitation n'est plus d'actualité, les ressources sont toujours là. Les Cornouailles sont encore un espace plein de ressources. Il y a de l'étain, du cuivre, mais il y a aussi du lithium, une matière essentielle pour la révolution technologique verte. Comme disait Bismarck, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. À quelques kilomètres, nous retrouvons les premières apparitions des hommes. Nous ne sommes pas à Carnac, mais à Lanyon Point, à 500 km de là. L'inspiration originelle vient du nord-ouest de la France. C'est là-bas qu'ont été construits les premiers tumulus plusieurs générations avant Lanyon Point. Les hommes sont venus ici et ont commencé à parler de la disposition de monuments. Certains savaient comment, à l'époque, on les plaçait en France. Ce tumulus, ou chambre funéraire, enfermerait depuis plus de 5000 ans les corps de toute une communauté. La péninsule de Penwith a énormément de sites comme celui-ci, car c'est à la jonction entre les communautés bretonnes, irlandaises ou galloises. Ils pouvaient naviguer le long de la façade atlantique. À l'intersection entre l'Irlande, l'Écosse et la Bretagne, les Cornouailles sont une région celtique. Il faut aller dans les terres pour être au cœur de cette effervescence. C'est leur premier entraînement depuis 18 mois. L'association EVA reprend toutes les danses traditionnelles corniques.
C'est incroyable comme tes pieds se fatiguent vite au contact du sol. Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu depuis mars 2019, juste avant le premier confinement. C'est la première fois qu'on se retrouve pour danser ensemble. Ils s'entraînent au pied d'un des plus grands sites miniers reconvertis aujourd'hui en musée. Cette danse a un sens tout particulier ici. Le mouvement s'appelle la danse de l'étain. Le but des mouvements est d'imiter le son fait par les mineurs et leurs machines pour pulvériser les pierres au fond des mines. Quand tu es ici, tu te rappelles pourquoi tu es en Cornouailles. Ce n'est pas pour le tourisme, mais vraiment pour l'identité cornique, avec des lieux comme celui-ci, avec de la musique traditionnelle. Tu te sens vraiment appartenir à une communauté. L'équipe représente la délégation cornique au Festival interceltique de Lorient. Ici, on se sent plus celte que anglais. Je pense que c'est ton identité. Ça te rend différent dans un monde globalisé. C'est notre identité. La première fois que j'ai vu au Festival interceltique de Lorient une file de danseuses reproduire la chorégraphie traditionnelle, je me suis senti si puissant, si chaudement entouré et fier de ma communauté. Cette identité cornique se ressent jusque dans les maisons de Truro, la capitale des Cornouailles. Si vous ne connaissez pas cette langue, rien de surprenant. Chez les Jenkins, on parle cornique. Pourtant, cette langue a bien failli disparaître. À l'époque, les gens qui parlaient le cornique étaient attaqués et persécutés par les soldats. Toutes les techniques qu'utilisaient les colonialistes pour détruire les cultures natives étaient reproduites ici. Quand j'étais adolescente, je ne savais pas qu'il y avait une langue cornique. On ne savait rien. Mes parents ne m'ont jamais parlé de cette langue. Avec les années, la langue a reconquis les familles. Aujourd'hui, elle serait parlée par plusieurs milliers de Britanniques, mais les enfants sont encore très peu à la connaître. Mes amis ne connaissent rien à la langue cornique. J'ai appris quelques mots à l'école, mais on n'a pas appris grand-chose quand j'y pense. Alexa, comment on dit délicieux en cornique? Désolée, je ne parle pas encore le cornique. Je pensais qu'elle avait la réponse. D'habitude, elle connaît beaucoup de choses. On veut qu'ils soient des citoyens du monde pour qu'ils puissent apprécier plein de cultures différentes à l'avenir. Et la première des choses, c'est d'abord de connaître sa propre culture. La langue cornique ressemble beaucoup plus au breton qu'au gallois. Elle aurait aussi des racines latines. Quand on était en Bretagne, je me souviens que tu pouvais mieux comprendre le breton que le français. À l'extérieur des maisons, on peut apercevoir des drapeaux qui ne vous seront peut-être pas étrangers. Le Gwenadu, le drapeau breton, se retrouve aussi sur les frontons de mairie. C'est le cas à Elston. Le maire y tient particulièrement. Nous sommes tous des cousins celtes, les Gallois, les Corniques et les Bretons. On a une amitié importante avec les Français, une amitié que l'on partage depuis des années et des années. On aime célébrer cette connexion aussi souvent que possible, et peu importe les tendances politiques. Ce sont les seuls drapeaux nationaux dans le monde qui sont noirs et blancs. Il y en a qui disent que c'est l'envers du drapeau breton, le vieux drapeau. Pour notre dernière étape, ce soleil nous donne envie de se rapprocher des côtes. En 2021, les Cornouailles sont devenues la première destination touristique au Royaume-Uni selon une plateforme de réservation de logements. L'un des plus grands sites visités en Cornouailles pourrait vous rappeler quelque chose. Bienvenue au Mont Saint-Michel britannique.
Ce Mont Saint-Michel n'a rien à voir avec le Mont Saint-Michel en Normandie, c'est beaucoup mieux là-bas. On a l'impression qu'ici, ça a été construit après coup, qu'ils les ont copiés, celui en France. Je préfère le mont français parce qu'il est plus haut, le ciel est toujours bleu et la nourriture est quand même bien meilleure. Un peu plus petit que le Mont Saint-Michel, le St. Michael's Mount se distingue par son port. La mer ne se retire pas complètement, car la marée n'est pas aussi importante qu'en France. Le point commun entre le St. Michael's Mount et le Mont Saint-Michel, c'est la connexion religieuse. Les moines français du Mont Saint-Michel sont venus ici au XIe siècle pour construire une petite chapelle sur notre mont. Aujourd'hui, les deux monts sont de pèlerinage touristique, mais la pression n'est pas la même. Chaque année, 2 500 000 visiteurs en Normandie, contre 300 000 dans les Cornouailles. Le mont est habité par la même famille depuis 4 siècles. Maintenant, c'est une maison privée de la famille Saint-Aubin, qui vit ici depuis la moitié du XVIe siècle. D'ailleurs, cette famille habite toujours dans l'une des parties du château. La région des Cornouailles est une terre marquée par son histoire, ses traditions et son héritage celte. Si cette identité a failli disparaître, aujourd'hui, il n'en est rien. À l'image des Bretons, les Corniques n'ont qu'un souhait, protéger leur culture si différente du reste du Royaume-Uni.